Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette nouvelle émission en ce beau décembre. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la Chine. Pourquoi vous parler de la Chine et des monnaies asiatiques dans un deuxième temps? Parce qu'on entend énormément de bêtises, ça et là, on entend beaucoup de bêtises aussi sur Taïwan. On a aussi vu cette semaine Macron qui était en Chine. Et j'en ai un peu assez, on en a un peu assez, d'entendre des choses complètement fausses et de voir traiter la Chine comme si on parlait du continent d'il y a 50 ans, de l'époque de Perfit. La Chine a énormément évolué. La plupart du temps, ce qui s'est passé, c'est que tous les observateurs occidentaux qui avaient l'habitude, pour certains, d'aller en Chine, n'y sont plus allés depuis le Covid. Or, les choses ont changé de manière absolument drastique depuis ce temps-là, et il s'est passé beaucoup de choses. Et alors, comment on le sait que ils n'y vont plus? C'est comme vous le savez tous, enfin j'espère, nous avons un bureau à Pékin, et nous avons, où il y a à peu près 7 ou 8 personnes, et un bureau dans Gafkal, là, et un bureau également à Hong Kong, où nous en avons 40 ou 50. Et dans le passé, quand les gens visitaient la Chine, ils demandaient à leurs différents correspondants qui connaissaient un peu la Chine, et la réponse était toujours très souvent Gafkal, et donc on recevait des coups de téléphone de gens qui disaient « Est-ce que vous pouvez m'organiser ma visite en Chine, me prendre les rendez-vous qu'il fallait, me faire rencontrer les personnes qui... » C'était une sorte de correspondant local. J'étais un local, il était généralement admis qu'on connaissait le sujet. On en avait à peu près 2 par semaine pendant des années, et depuis à peu près le Covid, il n'y en a pour ainsi dire plus aucun. Alors, pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que ils ont la flamme de voyager, j'imagine, ou j'en sais rien. Et la deuxième, c'est que l'administration américaine a décidé que la Chine était quasiment un ennemi et que donc il ne fallait plus aller voir ce qui s'y passait. Donc il y a eu aussi une espèce de censure qu'on a très bien vue, nous, puisqu'on avait recommandé, comme vous le savez aussi, des obligations chinoises, qu'on avait levé chez des grandes institutions mondiales à peu près 3 milliards de dollars, ce qui est beaucoup d'argent, à gérer sur les obligations chinoises à partir de notre bureau de Singapour, parce qu'on a un bureau à Singapour aussi. Eh bien, quand la guerre Ukraine-Russie a commencé, ces 3 milliards sont partis littéralement en 5 minutes, alors qu'on avait mis des années à les rassembler. Donc, vous êtes à peu près aussi bien renseigné sur la Chine que, mettons, le public français était renseigné sur ce qui se passait dans l'armée en Allemagne en 1936, tu vois, c'est à peu près du même niveau de compétence. C'est-à-dire, on était littéralement en train de faire une ligne Maginot, alors que les autres avaient été en train de produire des tanks et que ça allait être une guerre de mouvement et non pas une guerre de Alors, il y avait des gens statique. Comme De Gaulle qui l'avaient vu, bon. Donc, alors, ça me paraît très important cette émission parce que la thèse qu'on développe ici depuis un petit moment, c'est que le centre de gravité du monde est en train de basculer vers ce qu'on appelait le cercle de Valéry Pieris. Donc, je dis aux gens que quand je rencontre des diplomates, comme je l'ai fait à Prague il y a quelques mois, je me rends compte que les diplomates américains et les diplomates européens ont une espèce de discussion qui se passe entre eux, où les Américains essayent d'expliquer aux Européens qu'ils les défendront toujours, ce qui n'est pas vrai, et les Européens expliquent aux Américains qu'on les aime toujours, ce qui n'est pas vrai non plus. Et donc, ça me rappelle sans doute les discussions qui avaient lieu entre Venise et Constantinople, pour savoir comment garder la mer Adriatique chrétienne, contre les attaques des Turcs, alors même que tout le pouvoir économique était en train de passer vers Londres, Lisbonne ou bientôt New York. Donc, c'est pas que vous avez pas d'informations, c'est que les informations qu'on vous donne sont fausses. Alors, tu parlais de diplomatie et je pense que c'est assez important de revenir sur quelque chose aussi. Cette semaine, vous l'aurez sûrement vu, Macron est allé voir Xi Jinping à Chengdu et, chose qui arrive assez rarement, Xi Jinping l'a entretenu pendant 3 jours. C'est-à-dire pendant 3 jours, il était à Chengdu, il l'a amené partout. Donc il y a eu un certain niveau diplomatique d'échange avec la France. Or, qu'est-ce qui s'est passé? À peine rentré à Paris,
a jugé bon de faire le président Macron, de monter, on ne sait pas pourquoi, sur ses grands chevaux, et de déclarer que puisque c'était comme ça... Parce que Xi Jinping lui avait dit qu'en aucun cas il ne se séparerait de la Russie, que la Russie et la Chine étaient alliés, et que c'était une alliance qui ne pouvait pas être brisée. Alors, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Normalement, tu as ce genre de discours avec la personne en amont, tu fais part de tes griefs et tu gères les griefs avant... Et il y a un communiqué officiel qui est préparé en général quelques semaines avant, dans lequel on dit des platitudes de façon à éviter de fâcher personne. Voilà, parce que là, la façon dont il s'y est pris de revenir en France alors qu'on venait de lui dérouler de tapis rouge pendant 3 jours... Alors que, par ailleurs, tu l'as vu essayer de faire Taylor Swift, d'aller voir ses fans en courant, en lâchant le service de sécurité, ce qui était... Ça a été grotesque. Ce qui était absolument grotesque, parce que des pays comme la Chine, qui sont extrêmement protocolaires, je pense que je ne l'apprends à personne, c'est véritablement le genre de pays où tu ne peux pas faire ça. Enfin, non, ça, tu peux le faire dans aucun pays, c'est-à-dire tu ne te mets pas à courir vers la foule... en rigolant, comme si t'étais et avec tes gardes à toi qui te suivent pendant que tu lâches les gardes chinois, c'était enfantin. Enfantin, et surtout, ça allait complètement à l'encontre de toutes les mesures de sécurité qui ne sont pas prises, encore une fois, pour embêter les uns et les autres, mais parce que eux... Et puis, tu es reçu chez les gens, tu suis leurs règles. Si tu dois enlever tes chaussures pour rentrer dans leur salon, t'enlèves tes chaussures pour rentrer dans leur salon, t'arrives pas avec les pieds boueux, quoi. Donc, cette espèce de façon de dire, moi, je ne respecte pas les règles parce que je suis plus intelligent que tout le monde, c'est tout simplement insupportable. Et c'est constant. Si tu veux, même Trump, que je ne considère pas comme un modèle de... Mais il respecte les protocoles. Il respecte les protocoles, et la semaine d'avant ou 2 semaines avant à Busan, il avait réussi à sortir le mois dernier un accord après 1 heure qui était bénéfique pour Xi Jinping et pour lui. Nous, on arrive à aller en Chine pendant 3 jours, revenir et se fâcher à mort en expliquant qu'on va monter les droits de douane. Ce qui amène à la question suivante, qui est aussi intéressante, c'est qu'il faudrait quand même signifier que quelqu'un envoie un téléx à M. Macron pour lui signifier que la dernière fois que j'ai regardé, il ne lui incombait pas de décider des droits de douane, mais c'est une prérogative qui revient à l'Europe. Voilà, mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'on a abandonné, donc c'est une souveraineté de plus, les souverainetés sur le commerce extérieur qu'on a abandonné à l'Europe, puisque c'est eux qui ont négocié Mercosur aussi. Et donc, voudrait-il augmenter les droits de douane? Qu'il ne le peut pas. Ça n'est plus de son ressort. C'est pas, si j'ose dire, au gouverneur de la Virginie de négocier les droits de douane pour les États-Unis avec la Chine, pour son État avec la Chine. Donc, aujourd'hui, le but de Macron, c'est de transformer la France en une province de l'Europe. Il ne peut pas, à ce moment-là, prétendre qu'il est compétent pour augmenter les droits de douane sur sa province. C'est grotesque. Donc, on va essayer de vous expliquer ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est que la Chine, en l'espace de 10 ou 20 ans, depuis 2003, mettons, c'est-à-dire qu'au moment où ils sont rentrés dans l'Organisation internationale du commerce, a fait un bond technologique, un bond industriel. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et ils arrivent maintenant, par exemple, vous avez des taxis voitures autonomes. Vous savez, il n'y a pas de conducteur, etc. Donc, ils font des progrès technologiques absolument extraordinaires. Et alors, il se passe un phénomène curieux, c'est que quand vous allez en Chine, ce que ton frère fait souvent, vous descendez dans le meilleur hôtel, le Four Seasons, par exemple, à Pékin, et vous payez 100 € la chambre. Alors que je signale que... à Paris... à Lutetia, c'était aux 3 000 € la chambre. Pendant la Fashion Week. J'ai une cousine qui vit au Japon, Sophie, que j'embrasse, qui est descendue avec son mari cette semaine-là, et qui ont pris une chambre parce que sa mère habite rue du Bac. Et la chambre normale, 2008. 2008. Donc, je n'invente rien. Donc, quand vous allez là-bas, vous vous rendez compte de quelque chose d'extraordinaire. D'abord, il n'y a pas eu d'inflation depuis 10 ans, à peu près. Même les prix ont légèrement baissé, -1 ou -2. Et surtout, le pouvoir d'achat du renminbi est extravagant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépenser d'argent dans les meilleurs restaurants, etc. Donc, raconte l'histoire de Cédric qui a invité tout le bureau pour 35,80 $.
Au $35,80 et tout le bureau de Hong Kong, parce que Cédric, c'est un des analystes ici très compétents qui suit l'Europe, qui avait été faire un tour à Hong Kong pour rencontrer les autres analystes qui sont là-bas à Hong Kong. Et il a demandé s'il pouvait inviter aux frais de la société les autres personnes qui font partie du développement recherche. Et on le dit bien sûr, et il y a un des gars qui a choisi un restaurant, et ils étaient 5 ou 6, et ils ont dépensé $38, donc c'est pour vous dire, et c'était très bon. Donc, les prix sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, vous savez que si vous mettiez le PIB américain et le PIB chinois en parité des pouvoirs d'achat, vous savez dont j'ai souvent parlé, c'est-à-dire si on ajustait le PIB en fonction de la valeur de la monnaie, l'économie chinoise serait à peu près le double de l'économie américaine. Aujourd'hui, elle est inférieure. Donc, on a l'impression aujourd'hui, de façon très extraordinaire, que la Chine est encore un pays assez sous-développé, puisque leur PIB, ils sont 1,4 milliard, contre 350 millions d'Américains qui ont un PIB inférieur. Donc, c'est des niaquets, vous savez, ça reste des... C'est l'horrible truc dans OSS 117, les bananes flambées. Voilà. Donc on est toujours dans cette idée que... je fais partie d'une génération où on y disait « Finis ton assiette, pense aux petits Chinois qui meurent de faim ». Plus personne ne meurt de faim, ils sont gras comme des moines. Surtout les petits, il y en a qu'un, ils ont des problèmes d'obésité, parce qu'il y a le McDonald's qui est arrivé avec ses produits excellents. Donc, vous êtes aujourd'hui devant une puissance industrielle en Chine, scientifique, à la limite militaire, maritime, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Et ce que j'essayais de dire dans le papier de cette semaine, que vous trouverez sur notre site, bien sûr, c'est la monnaie est tellement sous-évaluée qu'ils vont nous foutre en l'air. Aujourd'hui, la balance commerciale de la Chine est excédentaire de 1200 milliards de dollars. Je n'ai pas d'exemple dans l'histoire d'un tel excédent par un tel pays. Par un pays, jamais. Et donc, je regarde ça, je me dis, mais il n'y a pas un produit industriel, depuis la centrale nucléaire jusqu'au train, etc., où on a la moindre chance de faire compétition à ce taux de change. C'est pas possible, quoi. Nous, on leur a filé un petit peu vous savez, pour faire des Flamanville. Ils en ont déjà fait 3 ou 4. Et le nôtre, il est toujours pas fini. La Flamanville, il est toujours pas fini. Bref. Les 35 heures. Donc, ils commencent à vendre des centrales nucléaires, ils commencent à vendre des systèmes d'équipement, ils commencent à vendre... Les États-Unis avaient littéralement déclaré la guerre économique à la Chine en 2018, en disant « Vous n'aurez plus accès à nos semi-conducteurs de très haute qualité, les meilleurs », ce qui était une façon de bloquer le développement de la Chine. Donc à ce moment-là, ils ont décidé de mettre le paquet sur l'industrie et de sortir de l'immobilier, d'où l'effondrement de l'immobilier. Mais aujourd'hui, ils font des semi-conducteurs qui sont quasiment aussi bons que les Américains, sans passer par les brevets américains, ni par les machines-outils que les Américains contrôlent, qui font le semi-conducteur. Bon. Donc vous vous trouvez devant un pays qui est maintenant extraordinairement puissant. Et on en a eu une preuve extraordinaire, c'est que Trump, il y a quelques mois, a dit « Je vais monter les droits sur la Chine les droits de douane. Les droits de douane sur la Chine de 50 à 100% ou de 25 à 100%, je ne sais plus très bien, c'est pas n'importe quoi. Et de pingouins. Et de pingouins, et sur les pingouins aussi d'ailleurs. Et donc, mais c'est des choses sur la Chine. Et les Chinois, donc, si vous faites ça, nous, ça nous est égal, on se dépatouillera, mais vous n'aurez plus accès ni aux terres rares, ni aux aimants qu'on est les seuls à produire. En 3 jours, Trump a décidé qu'il aimait beaucoup les Chinois à nouveau et qu'il était allé voir M. Xi et que tout s'est bien arrangé. Donc, pour la première fois depuis 1945, les États-Unis ont fait les gros yeux, ont pris des mesures, ont pêché les semi-conducteurs, etc. Et les Chinois les ont envoyés péter. Et les Américains se sont pliés. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est absolument extraordinaire. Donc, vous avez cet état de fait.
Aujourd'hui, la Chine est extraordinairement compétitive. Et alors là, j'arrive à quelque chose, j'ai essayé de réfléchir, c'est que logiquement, si vous avez 1200 milliards d'excédents de ton commerce, ça veut dire que tu vends des machines, des trucs, et puis tu reçois 1200 milliards. Ça arrive, les gens retouchent le produit de leur vente en Chine, et la masse monétaire monte de 1200 milliards parce que, il n'y a pas de contrepartie. Les Chinois pas une contrepartie de produits étrangers pour que les dollars ressortent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vends plein et ton compte épargne monte. Tu vois Oui, ce que bien je veux sûr. dire? Oui, bien C'est sûr. à peu près aussi idiot que ça. Et curieusement, la masse monétaire ne monte pas. Oui. Ou assez peu. Elle a monté un petit peu récemment, mais pourquoi? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi, c'est que les Chinois ont essayé de dire, vous savez ce qu'on va faire? Cette masse monétaire dont on n'a pas vraiment besoin, on va la coller dans le dollar de Hong Kong. Mm-hmm. Donc les réserves, pas vraiment les réserves de change, les dépôts bancaires en dollars de Hong Kong sont montés de l'équivalent de 2000 milliards de dollars US. Donc tu vois bien que la Chine vend plus, empêche le pognon de rentrer, c'est-à-dire qu'elle force les autres à la déflation, mais elle a pas d'inflation, tu vois ce que je veux dire? Donc elle reste compétitive. Et qu'est-ce que font les banques commerciales chinoises avec du style HSBC, avec ces dollars? Elles reçoivent 2000 milliards de dollars US, elles vont acheter des bons du Trésor comme les taux les US. Et elles touchent du 3,5 ou du 4%, et elles donnent du 1% à la population chinoise, parce que donc ils se font de l'argent, et eux, ça ne les gêne pas. Et en même temps, les Chinois, comme ça, financent le déficit budgétaire américain, ce qui leur permet d'avoir un autre levier sur les États-Unis. Bon. Ils ne financent pas que le déficit budgétaire américain. On a quand même une grande part de nos obligations d'État qui sont achetées pour partie par les Chinois. Entre 12-18%. On ne sait pas très bien, parce qu'encore une fois, Bercy ne communique pas officiellement sur ça, mais il est d'usage de dire que c'est à peu près ce qui détiendrait. Ce qui, par ailleurs, rejoint le point que je faisais tout à l'heure, de dire que Macron marche sur la tête, parce que, encore une fois, du côté de la détention de nos obligations d'État, dans l'état de finances dans lequel on est, de 300 milliards de dettes, on n'a pas vraiment les moyens de se fâcher avec quiconque, et encore moins la Chine. Et si les Américains décident qu'ils veulent continuer à se fâcher, il suffirait que les Chinois disent aux banques de Hong Kong d'arrêter d'acheter des bons du Trésor américain. Mais en même temps, les Américains ne peuvent pas piquer les réserves de la Chine comme ils ont fait pour la Russie. Parce que les réserves de la Chine, elles sont quelque part à Hong Kong. Ah là, c'est les droits internationaux. Oui, non. Dans HSBC, qui est une banque anglaise. Oui, ou dans Standard & Chartered. Donc ils ont monté un coup qui est très habile. En bon libéral que je suis, je pensais que... Je pense encore que, logiquement, la Chine est tellement compétitive que leur monnaie devrait monter, et pour offrir un petit peu de... C'est-à-dire que le consommateur chinois aurait plus d'argent, il irait passer ses vacances au Japon ou je ne sais pas où, ce qui permettrait aux Japonais d'avoir du fric, ce qui leur permettrait d'acheter des produits chinois. Donc t'enclenches une espèce de hausse comme ça, une monnaie qui est sous-évaluée, qui se réévalue. Ça permet un plus grand développement dans le monde parce que ça enlève la pression déflationniste qu'ils mettent, etc. Donc c'était mon idée. Et puis, j'ai eu une pensée malsaine, mais je m'en excuse. Je me suis dit, mais il n'est pas impossible, mais je suis loin d'en être certain, mais il n'est pas impossible que les Chinois aient fait l'analyse de la faiblesse financière des pays de l'OTAN, qui sont endettés tous, comme tu le dis, comme des gorées, et qui se disent « Je vais déclencher une crise financière dans tous les pays de l'OTAN. Quels sont les 3 pays qui sont endettés avec une énorme partie de leur dette qui est détenue par des pays étrangers? C'est la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis.
ces trois pays qui sont particulièrement belliqueux, apparemment. Et les Chinois n'aiment pas du tout la guerre. Avant l'arrivée des Européens, pendant 500 ans, il n'y avait pas eu de guerre. Ils ont parfois des guerres intérieures, mais enfin, il n'y avait pas une guerre extérieure. Donc, il est possible que les Chinois décident de maintenir cette monnaie sous-évaluée volontairement, en utilisant l'espèce de soupape que donne Hong Kong. À ce moment-là, ça veut dire qu'on va avoir une crise financière et économique, parce que nos valeurs industrielles vont s'écrouler, quoi. C'est en fait celles qui produisent ici, c'est pas celles qui produisent là-bas. Oui, Air Liquide qui produit là-bas, tout se passe bien. Air Liquide, il n'y aura pas de problème. Schneider, il n'y aura pas de problème. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir un coup un petit peu comme la Chine avait fait en 1994, il y avait d'un seul coup dévalué de 50% contre le dollar, et toutes les monnaies autour de la Chine, tous les pays, là, ils étaient tous un taux de change fixe avec le dollar. Donc la Chine dévalue de 50%, elle devient extraordinairement compétitive. Ces pays, au bout de 3-4 ans, se retrouvent de deux comptes courants excédentaires, un compte courant déficitaire. Leur réserve de change commence à baisser. Et la plupart de ces pays avaient beaucoup emprunté en dollars pour faire leur développement, puisque les taux d'intérêt sur le dollar étaient le plus bas et qu'ils avaient un taux de change fixe. Donc, j'emprunte à 4 à la place d'emprunter à 6, je vais emprunter à 4, tu vois, puis le taux de change est fixe, je ne me fais pas de souci là-dessus. Sauf que quand à ce moment-là, il y a la crise asiatique qui arrive, parce qu'ils ne peuvent plus servir cette dette en dollars, puisqu'ils ont des comptes courants, paf, leur monnaie baisse de 50%, et du coup, la dette qu'ils avaient en monnaie extérieure, en dollars, double. Double, oui. Et tous les pays asiatiques sautent. C'est la Corée, c'est le Vietnam, c'est la Malaisie. Ça, c'était ton livre, le second ou le troisième? C'était, oui, c'est libéral mais non coupable. Oui, c'est ça. Donc, j'explique bien ça. Et donc, à ce moment-là, ça met d'abord les Chinois un petit peu en contrôle, ils deviennent les plus compétitifs. Et puis, tous les pays qui se sont écroulés, deviennent un peu dépendants de la Chine, si tu veux, parce que c'est l'alternative aux États-Unis qui n'ont pas été très malins avec le FMI, là, sur ce coup-là. Sur ce coup-là, non. Alors, ils sont peut-être en train d'essayer de faire à la France, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis ce qu'ils ont fait à la Corée et à l'Indonésie, etc., si tu veux, pour leur apprendre qui est le chef, quoi. Sun Tzu, qui est le grand stratège qui a écrit, il y a, 700 ans, 800 ans sur la stratégie militaire, disait « Les meilleures guerres, c'est celles que l'on gagne sans les faire. » Oui, bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que si tu fais sauter financièrement ton ennemi, ça coûte cher, les F-35 et tout ces trucs-là, c'est 300 millions de dollars l'avion. Donc, je ne suis pas du tout certain de ce que je dis. Vous savez, de temps en temps, il faut réfléchir un peu. Je ne dis pas en dehors de la boîte, mais est-ce que la Chine a décidé de prendre... Puisque les États... Pardon, je vais reprendre ma phrase. Puisque les États-Unis ont décidé dans toutes les think tanks, etc., qu'il allait y avoir une guerre avec la Chine dans les 5 à 7 ans qui venaient, ils disent plutôt que d'avoir une guerre qui commence, une vraie, quoi, avec des... Oui, avec des canons, pourquoi des pas faire sauter leur économie, et puis ensuite, leur guerre, ils pourront toujours se brosser. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que si le yuan, le renminbi, reste là où il est, je ne vois pas comment l'Allemagne s'en sort, l'Europe s'en sort, les États-Unis se réindustrialisent, c'est même pas jouable, c'est même pas faisable, quoi. Alors, quel est le rôle... Donc, on a parlé souvent du cercle de Valéry Pieris, effectivement, et de ce développement qu'on attend dans cette zone, de sorte que ça inclut quand même l'Inde et tout ce qui va se loger autour de cet océan Indien. Toutefois, dans cette réflexion, on est obligé d'en sortir le Japon, qui n'est pas quelque part de ce continent asiatique. Il est autre chose. Et dont la défense reste assurée par les États-Unis. Par les États-Unis. Et qui n'ont pas été chopés dans la crise de 2008. Oui, de 98-99. Alors là, si vous vous dites ça, et s'il y a des gens aux États-Unis qui pensent que c'est la réalité, bon,
mettons que la Chine soit le premier système industriel du monde, et le Japon ne doit pas être loin d'être le deuxième. Donc, une façon, c'est un coup de go à 3 bandes, mais enfin, une façon d'embêter la Chine, c'est que le yen soit encore plus sous-évalué que le renminbi. Voilà. Tu vois, donc, à ce moment-là, tu dis aux Japonais, vous foutez votre monnaie le plus bas. Est-ce que les États-Unis ne diraient pas au Japon, surtout vous mettez votre monnaie le plus bas possible. Après, il n'y a jamais besoin de les pousser beaucoup à faire ça, les Asiatiques, puisque structurellement, ils ont toujours fait le jeu d'avoir des monnaies basses. Ça a toujours été leur truc. Du mercantilisme. Ouais, ils adorent avoir des... C'est une question de souveraineté, justement. Voilà, avoir des excédents de compte courant, c'est une question de souveraineté. Ils ont appris la leçon en 1998. Alors, à ce moment-là, si vous acceptez cette hypothèse dont je reconnais qu'elle est tirée par les cheveux, vous comprenez pourquoi le yen a décroché comme il a décroché à partir de 2002-2003. Les États-Unis, craignant ça, disent aux Japonais, maintenant vous dévaluez un maximum de façon à ce que vous soyez compétitifs et que ça empêche les autres pays de faire leur zone monétaire dont je parlais. Que ce soit ça ou non, il est certain qu'il y a une volonté politique sous-jacente, parce qu'il n'y a aucune nécessité économique structurelle que la BOG se comporte de la sorte. Pourquoi maintenir un yen aussi bas, et pourquoi ? Et donc, si vous acceptez l'idée, que la Chine veut se payer les 3 pays belliqueux, là, les social-démocraties. Les social-démocraties et les États-Unis. Et 2, que une social-démocratie. Donc la contre-manœuvre des États-Unis, c'est de servir du Japon pour empêcher la Chine d'être le pays le moins cher, quoi. À ce moment-là, je vais faire un petit détour théorique, si vous me permettez. Vous avez les 4 cadrans, là. Vous avez donc les cadrans à droite, qui sont les cadrans où il y a des valeurs. Donc, le capitalisme crée des valeurs. Et puis, il y a l'or, qui est l'instrument de mesure éternel de ces valeurs. Tu vois, donc, ça, c'est à droite. Et puis, à gauche, vous avez l'operating system, le système opérationnel du capitalisme, qui sont les systèmes monétaires qui déterminent les prix de ces valeurs. Tu vois, les prix sont faits. Un billet de 100 €, si j'ose dire, ça vaut pas 100 €. Oui, non. Y a pas alors qu'un gramme d'or, ça vaut un gramme d'or. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le principe des monnaies fondantes. C'est le principe des monnaies fiduciaires. Donc, tu vois, le côté réel des économies qui est à droite et le côté un petit peu éthéré qui est la monnaie, qui est à gauche, là, avec la mesure du temps, c'est-à-dire par l'intermédiaire des taux d'intérêt, et la mesure de la compétitivité par l'intermédiaire du taux de change. Tu vois, c'est les deux. C'est les 2 cadrans à gauche. Et quand tu as un pays qui est extraordinairement compétitif du côté industriel, eh bien, aussi curieux que ça paraisse, il va détruire à terme les monnaies de ceux qui ne sont pas compétitifs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il va d'abord détruire un petit peu le système économique, mais il va surtout détruire la monnaie, quoi. Donc le but de la Chine, c'est de détruire les monnaies. La contre-attaque américaine, c'est de mettre le yen dans un endroit où même la monnaie chinoise pourrait être attaquée par la monnaie japonaise. Tu vois, donc c'est quand même un jeu un peu compliqué. Mais si ça se passe, c'est nos systèmes monétaires qui vont sauter, un peu comme le système allemand avait sauté dans les années 30, quoi. Quand nous étions trop compétitifs en France. Et qu'il y avait eu la dévaluation Poincaré en 1928, où il avait dévalué de 80% par rapport à la valeur de 1914. Et puis on avait aussi détruit l'économie anglaise, parce que Churchill, en même temps, en 23 ou 24, il avait réévalué la monnaie britannique au niveau de 1914. Sage décision. C'était pas une bonne idée. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on arrive dans une période où la situation actuelle, soit les monnaies asiatiques remontent à un niveau où elles ne détruisent pas nos systèmes financiers, en commençant par les obligations, soit c'est une manœuvre de la Chine pour détruire nos systèmes financiers, et à ce moment-là, ça va méchamment secouer, parce que déjà la crise asiatique, ça avait été... mais là, alors, j'aimerais qu'on essaie justement de faire une sorte de mise
en visuel de ce que pourrait être cette destruction. Donc, une destruction des marchés obligataires, on en a parlé la semaine dernière. Est-ce que c'était pour l'Institut de Liberté ou pour l'Université de l'Épargne ? Je crois que c'était pour l'Université de l'Épargne. Mais enfin bon, la destruction du marché obligataire arriverait comment sur les marchés ? Comment ça prendrait forme ? Ça se passait comme ça s'est passé pendant la crise asiatique, c'est-à-dire que d'un seul coup, les taux d'intérêt à long terme ne couvrent plus le risque de dévaluation, etc., si tu veux, puisque la monnaie elle-même peut disparaître. Et donc, les taux d'intérêt longs montent dans des proportions énormes pendant une période un peu similaire. Parce que ce que je décris comme bagarre, un petit peu, c'est un peu ce qu'on a eu au début de l'euro, quand l'Allemagne était très compétitive et que les autres pays n'étaient pas. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y a eu la crise de l'euro en 2012. Whatever it takes. Whatever it takes. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, pour ceux qui s'en souviennent, les obligations allemandes étaient à peu près à 3 ou 3,5%, et les obligations portugaises étaient à 15%. Alors que quelques mois avant, elles étaient à 4%, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, j'avais à l'époque émis une recommandation d'achat sur les obligations portugaises en disant soit l'euro pète, et c'est. Vous achetez de la dette portugaise à un taux de 15, ça baissera de 30% la monnaie, mais ensuite vous aurez 15% pendant des années. Bon. Soit l'euro ne pète pas, et à ce moment-là, ça reviendra sur le. Donc, c'était pile je gagne, et pile je gagne, et face je gagne aussi. Donc, ce qui se passera à ce moment-là, c'est dans un système où on essaye de maintenir l'équilibre des monnaies où elles sont, quasiment de taux de change fixe, eh bien, on se retrouve avec tout le risque qui se met à être porté par les marchés obligataires. C'est-à-dire un effondrement des marchés obligataires dans nos pays. Or, on ne peut pas l'avoir, puisqu'à ce moment-là, si le marché obligataire monte, par point, je crois qu'on doit payer 23 milliards de plus par un point. Donc, si on monte de 5 points, ça ferait 100 ou 110 milliards. Donc, ça passe pas. Donc, je crois bien, oui. Donc, c'est ça la question que je me pose, c'est ce qui n'est pas du tout chinois. Les Chinois détestent les périodes de rupture, de cassure, de troubles, etc. Parce qu'ils savent très bien. Ils savent que de là peut naître des monstres. Peut se passer des tas de choses qu'ils n'arriveront plus à contrôler. Donc, ils sont quand même des fanatiques du contrôle. Donc, quand je parle à des gens dans nos bureaux qui connaissent bien la mentalité chinoise, qui sont souvent chinois d'ailleurs, ils me disent non, ça ils feront pas parce que c'est trop risqué. Ils essaient de faire quelque chose de pérenne, petit à petit. Mais parfois, les gens conservent une politique qui a très bien marché, mettant la sous-évaluation du yuan, en se disant ça a marché jusqu'ici, ça continuera à marcher. Ils voient pas l'espèce de trou qu'il peut y avoir devant eux, quoi. Oui. Et par ailleurs, en d'autres termes, ils peuvent faire une erreur. Par ailleurs, ils sont engagés dans un bras de fer vis-à-vis de Trump qui les force quelque part à avoir un cahier des charges qui est pratiquement quotidien, jour pour jour. Jour pour jour, mais en même temps... Puisque Trump, toutes les semaines, il sort une nouvelle dinguerie. Donc ils sont bien obligés de s'adapter à la dinguerie du jour. Mais en même temps, ils savent très bien qu'aux États-Unis, les États-Unis sentent très bien que la Chine est en train de mettre en cause parce que l'hyperpuissance américaine, la domination des États-Unis sur le monde, parce qu'ils sont aussi très actifs dans tout ce qui est IA. Donc ils vont dans tous les domaines. Ils sont aujourd'hui, ils ont le leadership en IA. Ils ont le leadership, pas tout à fait dans l'IA américain, mais dans l'IA appliquée des tâches journalières. Là, j'avais, suivant le Critical Technology Tracker 2025 de l'Australian Strategic Politics Institute, elle mène dans 7 des 8 catégories d'IA, 13 sur 13 en matériaux avancés et fabrication, toutes les 7 en défense, espace, robotique et transport, 9 sur 10 en énergie et en environnement et 5 sur 9 en biotechnologie, gènes et vaccins. Donc c'est ça, et il faut savoir que... Donc là, aujourd'hui, on a quand même un leadership technologique incontesté de la Chine dans ces domaines-là. Très rapidement. Très rapidement. Sachant qu'en 2025, par ailleurs, le gouvernement chinois investit 56 milliards de dollars directement dans l'IA.
juste dans l'IA, ce qui a renforcé la position de l'IA générative et des modèles de LLM beaucoup plus abordables. Voilà. Et en plus, ils font un truc qui est très curieux, on me dit toujours la Chine, c'est un communiste, tout est décidé du haut, mais les gens racontent n'importe quoi. Il y a une concurrence effrénée dans le système capitaliste chinois. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les Chinois développent l'intelligence artificielle en structure ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut venir essayer de bidouiller, d'arranger le truc, etc. En open. Alors que les Américains essayent de le développer en structure fermée, c'est-à-dire que c'est la structure de Apple, tu vois, tu coinces les gens parce que si tu as besoin chaque fois que tu y vas de craquer. Donc, aussi curieux que ça paraisse, les Chinois vont vers un système ouvert et les Américains vers un système fermé, alors que normalement ça aurait dû être le contraire. Et par ailleurs, le système ouvert est infiniment plus libéral, c'est-à-dire qu'on a quelque part, il y a l'idée d'une main invisible et d'un ordre spontané du marché, puisque c'est l'idée d'une croissance de tous. Et puis l'idée que c'est pas parce que tu as fait, c'est pas le CNRS qui va trouver quelque chose, mais c'est le gars dans une cuisine à Toulouse, quoi, tu vois, donc. Les gens qui connaissent bien la Chine me disent non, c'est pas volontaire. Donc ils restent sur l'hypothèse qu'il va y avoir dans les mois qui viennent une très forte montée de toutes les zones asiatiques. Alors pourquoi les Chinois pourraient prendre ce risque ? Parce que justement, ils ont déjà organisé depuis 10-15 ans toute la zone de Valéry Pieris, c'est-à-dire qu'ils ont stabilisé les taux de change, ils ont organisé des systèmes de prêts swap entre toutes les banques centrales, donc en quelque sorte, ils peuvent essayer de... C'est là où vit plus de la moitié de l'humanité, hein, avec c'est énorme. Mais c'est pas très grand, hein, c'est 7% des terres émergées, je crois. Donc, ils peuvent se dire, je vais faire sauter ceux qui m'emmerdent là, ils viendront plus m'emmerder dans le Pacifique, et bon, ben, je serai l'hégémon de cet endroit-là, quoi. Et en même temps, je fais sauter les autres qui m'emmerdent. C'est pas chinois, mais c'est pas idiot. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, tu exerces la puissance économique pour faire sortir les Américains, les Européens du Pacifique, quoi. En disant à ce moment-là, on se retrouvera entre nous. Et je tiens à signaler d'ailleurs que géographiquement, l'Australie fait pas partie de la zone de Valéry Pieris, parce que l'Australie, c'est un peu le bras, c'est le porte-avions américain dans le Pacifique, quoi. Oui, après le Japon. Après le Japon. Oui, mais le Japon, c'est pas des Blancs. Ah oui. Faut pas oublier ce léger problème oui, raciste. bien sûr, c'est pas des Blancs, mais ils font bien tout ce que voilà. Ils sont très obéissants. Depuis World War II, mais tu commences à avoir même au Japon, les gens commencent à gueuler là-bas. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est alors. Essayons d'imaginer que le coup dangereux parte. Bon, on va quand même avoir un effondrement de 2 ou 3 des grands marchés obligataires dans notre zone. Et donc de destruction monétaire ? Et de destruction monétaire et de destruction de valeurs. Et de fausses valeurs, mais qui sont dans les comptes, dans les niveaux de vie, etc. Parce qu'obligation veut dire assurance vie. Assurance vie et veut dire retraite. Il y a beaucoup des retraites qui sont garanties par des obligations. Donc, une baisse du niveau de vie considérable, et c'est un peu ce que j'appelle la deuxième chute du mur du Berlin. C'est la fin des social-démocraties, quoi. C'est qui est organisée et mise en œuvre par la Chine. À ce moment-là, on peut penser qu'il y aurait une baisse du niveau de vie assez profonde dans nos pays, et qu'il ne vaudrait mieux pas être dans les valeurs de consommation, et que l'immobilier, bon, ça tiendra peut-être en monnaie locale, mais je préfère avoir de l'immobilier à Singapour à ce moment-là, tu vois, c'est pour si c'est un placement. Donc, alors, il y aura une dichotomie dans les marchés des actions très forte entre ceux qui sont installés dans le cercle de Valéry Pieris, les Schneider, etc., et puis ceux qui ne sont pas et qui vont en prendre par la tête, parce que s'ils dépendent du consommateur européen, ça ne va pas être... Alors, il est évident
que, si j'ose dire, il y a une fidèle lectrice qui nous a posé la question, qu'est-ce que je fais de mes airs liquides? Je lui ai dit, écoutez, ça dépend un peu de votre horizon. Si vous pensez à l'année ou l'année et demie qui vient, vous pouvez peut-être les vendre. Mais si vous êtes là, comme beaucoup d'actionnaires d'air liquide pour les 20 ans qui viennent, vous les gardez. Il y aura un trou, vous pourrez en racheter un peu plus, moins cher, c'est très bien, etc. Donc, il va y avoir une espèce de... Exactement comme dans les années, à la fin du siècle précédent, quand l'Asie a sauté, il fallait avoir des valeurs de production en Asie et ne pas toucher à la consommation, si tu veux. C'était qu'elle a pris une gamelle. Bon, si ça se passe chez nous, il va falloir avoir les valeurs de production chez nous et pas toucher aux valeurs de consommation. Par ailleurs, les valeurs de consommation, j'ai sorti les chiffres pour la vente au détail. Il y a une expansion de 39,3% en Chine. C'est-à-dire la consommation interne a littéralement explosé, évidemment. Et Goldman Sachs, qui a émis des rapports, dit qu'on a un objectif de croissance de la Chine de 5%. Il a relevé à 5,2% par rapport à l'année précédente, sur les 9 derniers mois. Oui, c'est-à-dire qu'il commence à se passer en Chine, ce dont j'ai souvent parlé, et c'est pour ça que beaucoup de nos fidèles auditeurs sont investis en là-bas, c'est qu'ils sont en train de rentrer dans un boom déflationniste. Comme nous, on a eu... Comme on a eu après la crise asiatique, où les marchés ont pété à la hausse chez nous et aux États-Unis comme des fous. Alors, dans tous ces domaines, si j'ose dire, mon ignorance ne dispute qu'à mon incompétence, mais je crois qu'il faut réfléchir à ça en se disant, qu'est-ce qu'il y a comme position qui me permettrait de prendre un hedge contre ce risque. Tu vois, quelles sont les positions exactement qui sont jouables, tu vois. Alors, la première, dans nos pays, ça reste l'or. Oui, bien sûr. Qui ne fait que... Qui ne fait, pour l'instant, il crapote aux alentours de 4200, je ne sais pas où il est depuis quelque temps, mais 4200, si j'ose dire, en dollars. C'est-à-dire, si le dollar... en d'autres termes, si j'étais en Asie aujourd'hui, j'achèterais pas d'or, mais comme je suis en Europe, j'en aurais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans le fond, c'est une façon de vendre ma monnaie à découvert, oui. Ou de vendre Monsieur Villeroy de Gallo à découvert, ce qui est ou Madame van der Leyen, ce qui me paraît une excellente idée, comme. Parce que je vois pas comment on peut les acheter à la hausse, cela. Ce qui est, par ailleurs, exactement ce que vous faites quand vous achetez une obligation d'État. Quand vous achetez une obligation d'État française dans vos assurances-vie, sachez que vous achetez un Monsieur Villeroy de Gallo. Exactement. Donc, l'or c'en est un. Le deuxième, il est à peu près certain que le cash en monnaie chinoise, ça ne sera pas un mauvais placement, quoi, tu vois. Sauf qu'on ne peut pas le toucher. Acheter du yuan, acheter du renminbi de là où on est, là. C'est pas facile, mais on trouve peut-être, il faudrait chercher, je vais demander à Léonard de chercher ça pour les gens de l'Université d'épargne, est-ce qu'il n'y aurait pas des ETF cash chinois à Hong Kong? On a cherché, honnêtement, ce qu'on a trouvé, on avait des obligations d'État, mais sur des trucs assez longs, dans des ETF, ou alors avec des frais de placement. En fait, il y en avait des biens qui étaient juste avant la guerre ukrainienne et qui ont fermé parce qu'il n'y avait plus assez de volume. Ils ont fermé en 2022-2023. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être montés, mais pour l'instant... Dans cette carte de crédit, là, qui est... Sur Revolut ? Non, tu peux pas acheter des positions. Tu peux le faire que sur le Forex. Honnêtement, j'ai regardé. Il va falloir qu'on trouve un Dieu parce que le cash, c'est une. Alors, le troisième qui est complètement insensé, auquel j'ai pensé, mais ça, c'est vraiment pour les gens chez nous qui nous écoutent, qui sont vraiment sportifs, quoi. Vous vous dites, si ça pète, il va y avoir quand même un ralentissement économique mondial. Il va y avoir une baisse des prix dans les pays comme l'Asie, par exemple, hein, parce que d'un seul coup, il y aura des surcapacités partout. Vous avez quasiment du 3,5% sur une obligation à 30 ans ou à 10 ans japonaise, dans une monnaie qui est sous-évaluée de 50%. Donc je me dis, prendre un fonds obligations longues japonaises, des ETF, il doit y en avoir,
vous achetez, dans le fond, un cash flow positif, mettons, de 3% par an, sur les 10 ans qui viennent, dans une monnaie qui est sous-évaluée de 50%. Ça, pour le coup, je crois que tu peux le faire depuis Revolut. Oui, tu vois. Pour le coup. Pour le coup. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, alors, imaginons que ça pète. À ce moment-là, l'inflation va retomber de 3 à 0 au Japon. La Banque centrale japonaise probablement baissera les taux. Tu gagnerais de l'argent. Et probablement, le yen retrouvera un cours par rapport à nos monnaies. Tu sors d'une monnaie qui est très surévaluée, la nôtre, pour aller dans une monnaie qui est très sous-évaluée. Donc, tu te dis bien que ça va péter dans les 2 ans qui viennent. Mais oui, c'est ça. Alors, deuxième point, cette vision, c'est pas demain matin et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de se réveiller... Mais la différence, c'est que moi, je pensais qu'on allait retourner vers la parité des pouvoirs d'achat en bon ordre, tu vois, parce que tout le monde a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de merdier, ce qui était la chose. Mais là, on peut retourner en catastrophe, tu vois, dans une... En élastique. En élastique, l'élastique qui se retend. Donc je me dis... De toute façon, tu as toujours dit, pardon, mais sur le Japon, tu as toujours dit que quand ça va se passer, il y aura une certaine brutalité. Déjà, les retours de parité au pouvoir d'achat, en général, ça se passe brutalement. Mais là, ça se passera en même temps avec tout le monde qui crée... Une crise obligataire. Une crise obligataire et une panique financière et... Je peux pas attendre ce que vont dire tous les gens. Surtout les carry trade qui se font au Japon et ainsi de suite, qui se feront massacrer. Et Madame Watanabe, à ce moment-là, elle vendra à toute allure toutes ses obligations françaises, italiennes, ou je sais pas quoi, pour revenir rapidement. Donc il y aura pendant une semaine. Oui, ça c'est le genre de truc. Tu peux être obligé de fermer une place. Tu peux tout à fait faire, en effet. Tu es obligé de fermer une place pendant quelque temps. Avec contrôle d'échange, j'en sais rien. Donc je me dis, si vous avez des actions, et elle est plutôt en Asie, et au pire, si vous êtes dans un PEA, etc., vous pouvez garder vos airs liquides, mais ça risque de secouer. Oui, mais c'est toujours pareil. Si tu penses, regarde, si tu as une personne, je sais pas, qui a 45 ans et que c'est pour ta retraite quand tu auras 65 ans, sur le long temps de 20 ans, ma foi, ton air liquide, jusqu'à temps qu'on dise autre chose, ça se passera bien. Il faudra juste un petit peu serrer les fesses. Il faut peut-être pas avoir des compagnies d'assurance ou des banques, parce que là, ça risque de... Sauf si c'est de la bande asiatique, là, on vous a dit, c'est effectivement, si tu achètes de la HSBC Hong Kong, ça va bien se passer pour vous. Ça va bien se passer pour vous, ou de l'UOB à Singapour. Donc, voilà ce que je voulais dire, c'est que la probabilité d'une rupture, d'une vraie, quoi, est en train d'augmenter de façon, à mon avis, exponentielle. Donc, ou bien maintenant... Et on a appris aussi que la Chine n'avait plus peur des États-Unis. Oui. Et en revanche, on a appris aussi que les États-Unis commençaient à avoir un petit peu peur de la Chine. Ils ont obéi. En tout cas, avaient fait le gros dos quand ils s'étaient mis à aboyer, ce qui envoie quand même un message assez différent. En tout cas, qui a envoyé un message en Asie qui a été parfaitement perçu. Alors, alors évidemment, on est les meilleurs amis du monde, on se donne des grandes tapes dans le dos. Oui, mais ça va sans dire, ça, les Chinois savent faire, mais ils ont quand même une mémoire d'éléphant, hein, donc ils se souviennent très bien de la guerre de l'opium, tout ça, donc vous sentez, j'imagine que vous le voyez, que je suis pas vraiment à l'aise avec cette thèse, mais qu'elle ne me paraît pas complètement exclue, soit que ce soit une volonté du gouvernement chinois, et à ce moment-là, ça aura lieu, soit que simplement ils maintiennent trop longtemps une politique de taux de change faible dont ils n'ont plus besoin, simplement parce qu'ils sont paresseux ou ils ont fait une erreur, quoi. Ça arrive, les erreurs en économie. Hein, oui. Encore une fois, la déflation de 28, celle de Churchill dont tu parlais avant, enfin il y a le franc Pinet dans une certaine mesure n'a pas vraiment aidé les copains, enfin il y a pas mal de choses. Il y a des trucs qui peuvent se passer. Donc voilà, il y a... Mettons, il y a un an et demi, je me serais dit, les États-Unis vont continuer à poser leur ordre impérial, etc. Mais les Chinois, quand on leur parle d'ordre impérial, ils font le geste qui sauve, si je veux dire, tu vois. Donc, de toute façon, les États-Unis n'ont plus vraiment les moyens, encore une fois, tu en parles souvent, de se payer à la fois la dette qu'ils ont et de s'amuser à jouer aux impérialistes. Il y a un moment où something's got to give. Aujourd'hui, absolument. Aujourd'hui, les dépenses militaires américaines
sont de 1 000 milliards de dollars par an, et le service de la dette est en train de passer à 1100 milliards, donc, et qui monte très très vite. Donc s'il y a une hausse des taux, et surtout que la dette est très courte aux États-Unis, donc le service de la dette va monter immédiatement, et il n'y a que 3 postes dans lesquels ils peuvent couper: la défense, la santé, la sécurité sociale, oui, la santé et la dette. Mais ils ne peuvent pas couper dans la dette. Donc, ils vont couper dans la défense ou dans la sécu. Et pour ce qui est de couper dans la sécu, bonne chance les gars, quoi, parce que à ce moment-là... là, t'as tout. T'as les habituels syndicats dans tes rues, tes infirmières dehors, enfin bon, c'est 100 balles et un mars, et là, tu t'en sors pas. Donc, il me semble que si tu veux que les États-Unis coupent leurs dépenses militaires et qu'ils cessent de t'embêter dans le Pacifique, si t'es la Chine, tu continues sur la politique actuelle, non? Bah oui. Et tu te dis, je vais perdre sur des ventes de gens de toute façon qui ne sont pas des bons clients parce que je leur prête de l'argent pour qu'ils puissent acheter mes produits. C'est ce qu'ils font en Europe aussi, c'est-à-dire ils nous achètent, ils ont l'amabilité de bien vouloir nous acheter nos papiers colorés, nos obligations. À condition que nos usines continuent à fermer. À condition que nos usines continuent à fermer et qu'eux puissent envoyer leurs produits Shine, ce qui était le deal sous-jacent. Alors maintenant, Macron est en train de leur expliquer que puisque c'est comme ça, tout ce qui va se passer, on la connaît l'histoire, c'est qu'on va arrêter de pouvoir leur vendre du cognac. Moi, honnêtement, là, je n'achèterai pas du Martel, quoi. En action, ouais, tu te dis le premier truc qu'ils vont faire. Ou même un domaine dans le Bordelais. J'attendrai qu'il soit pas cher. Donc, c'est la probabilité d'un clash qui amènerait, qui sanctionnerait ce passage, cette fin du monde unipolaire, me paraît augmenter. Et à ce moment-là, on ira, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours acheter mon dernier livre qui s'appelle Les mondes de demain. Les mondes de demain. Qui est juste derrière. Qui est juste là derrière, dans lequel j'ai essayé d'expliquer. Et dans ce livre, je fais pas l'hypothèse d'une rupture, mais c'est inclus. Donc, il me semble qu'on est en train d'aller vers un monde qui sera moins centralisé, vers les États-Unis, où il y aura plusieurs monnaies, qui sera beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus relations bilatérales que relations multilatérales. Et personnellement, c'est un monde que je trouverais plus agréable plutôt que d'avoir à obéir aux ordres de... Moi, je préfère aussi quand la force est dégroupée, quelque part. J'aime pas avoir un tyran unique. Je préfère avoir des... Quand il y a plusieurs tyrans, vous pouvez choisir le vôtre. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est une émission dont j'espère que vous l'apprécierez, qui est peut-être importante. Mais en aucun cas, vous ne considérez que la Chine fait des t-shirts. Oui, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça une fois pour toutes, quoi. C'est donc la Chine aujourd'hui, c'est là où se passent la plupart des inventions. Et voilà, donc, alors, le portefeuille tel qu'on l'a dessiné pour l'instant, les actions chinoises, ça va très bien, merci. L'or, ça va très bien, merci. Le yen, il nous casse les pieds, mais ça a toujours été le truc qui était au cas où ça tournerait mal. Donc il est possible que le yen retrouve sa... Oui, mais... on va voir. Et les valeurs énergétiques, elles commencent à crapoter un peu à la hausse. Et donc, c'est parce qu'ils nous avaient embêtés. Donc l'histoire des valeurs énergétiques, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils aient recours au charbon. Oui. Et puis bon, on tablait sur le fait que Trump allait relancer l'industrie aux États-Unis et que l'économie étant de l'énergie transformée, ça allait se faire, mais ça prend un petit peu plus de temps. Alors, ce qui se passe, c'est que les États-Unis sont devenus nets exportateurs d'énergie, ce qui est très étonnant, mais que les prix de l'énergie, par exemple du gaz, sont très supérieurs, par exemple en Europe, aux prix des États-Unis. Donc il est intéressant pour les États-Unis de produire aux États-Unis et de vendre là-bas plutôt que de vendre chez eux. Mais du coup, ça fait monter les prix de l'énergie domestique aux États-Unis parce que, en fin de parcours, les deux prix vont devenir le même. Tu vois, tu peux pas avoir pour le même produit des... Donc, la valeur énergétique, je le garde parce que c'est vraiment le truc qui me permet... qui marchera le jour où
toutes les grandes baisses se passent avec Oui. une baisse du prix avec une hausse du prix de l'énergie. Donc ça me fout la trouille. Simplement parce que j'ai des traces dans le dos, des cicatrices et tout, de ne pas avoir fait assez attention au prix du pétrole. Donc je suis un peu craintif. Et puis il y a des cycles, et c'est ce que disent les cycles. C'est ce que disent les cycles, voilà. Écoutez, si on écoute donc pas le portefeuille tel qu'il est, il est pas mal. Voilà, mais enfin pour quelqu'un qui ne serait pas à l'université de l'épargne, peut-être se constituer un petit portefeuille antifragile d'obligations yen, d'or et de cash en yuan, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Voilà. C'est le financier. Vous savez, une fois que vous êtes un financier, vous restez un financier. Comment gagner de l'argent sans travailler, ça a toujours été l'objectif dans ma vie, quoi. Bon, sur ces sages paroles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.